Et nous sommes avec Emmanuel Dor. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital Lanval de Nice, où, comme votre spécialité l'indique, vous travaillez avec une patientèle d'enfants et d'adolescents. Le titre de votre intervention aujourd'hui parle de lui-même, Santé mentale de nos jeunes, comprendre pour mieux se repérer. Votre parcours démontre un professionnalisme acquis autant par la théorie que par la pratique. On y va jusqu'au bout ou on a déjà dû d'ailleurs vous le faire, mais je ne peux pas y résister, le silence est d'or. Voilà. Et dans le cas ici présent, ce sera vrai pour nous les auditeurs. En ce qui vous concerne, la parole sera assurément riche et scintillante, car, et vous m'avez anticipé, elle est d'argent. Merci d'être encore là pour m'écouter. Merci avant tout aux organisateurs de cette journée. Je suis ravie de faire partie de cette belle journée avec ce titre « Est-ce que ce monde est sérieux ?» Voilà, alors je vous propose effectivement de vous parler de santé mentale des jeunes. Mais en fait, vous avez vu, j'ai mis de nos jeunes. Comprendre pour mieux repérer, peut-être se repérer. Pourquoi j'ai mis nos jeunes? Parce qu'au début, c'est une conférence que j'ai déjà faite, enfin là je l'ai un petit peu adaptée, où j'avais mis, j'ai fait ça à l'Éducation nationale et j'avais parlé de la santé mentale des jeunes, parce que c'est ce qu'on m'avait demandé. Et puis après, j'ai été sollicitée par une association de parents, et puis l'organisatrice m'a dit, mais tu veux pas mettre de nos jeunes? Alors, moi, ça m'a un peu déstabilisée parce que je me suis dit, quand je fais un cours, je suis un peu décalée, donc je mets quelque chose de neutre. Et puis je me suis dit que oui, ça valait le coup de mettre de nos jeunes, pas dans un but possessif, puisque vous savez bien que nos enfants ne nous appartiennent pas, mais que moi aussi, je suis maman, et moi aussi, j'ai des galères parfois avec mes ados. Donc je pense que c'est plus pour qu'ensemble, on puisse échanger sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas très bien. Alors, voilà, un gros chapitre, mais on va aller quand même assez vite pour pas que vous endormiez. La santé mentale des jeunes, c'est quand même de nombreux enjeux. Avant tout, des enjeux de clarification pour commencer, mais des enjeux aussi collectifs et des enjeux individuels. Ensuite, on pourra voir dans un deuxième chapitre comment se porte la santé mentale des jeunes actuellement, en 2026, on entend beaucoup parler, avec un petit état des lieux dans le monde, un état des lieux pour la France et même un état des lieux du 06, je vous donnerai quelques chiffres. Une petite notion de petits éléments sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur la santé mentale et puis le rôle des réseaux sociaux. Un petit chapitre sur le repérage, puisque c'était dans le titre. Et puis après, on verra un peu l'accès aux soins. Et puis j'espère qu'on aura du temps plutôt pour des questions. Ça sera plus intéressant qu'on ait un échange. Alors, les différents enjeux de la santé mentale, on va repartir des définitions. C'est jamais très sympa. Les cours, ça commence toujours par des définitions, mais il vaut mieux savoir de quoi on parle. Et il y a des définitions données par l'OMS, en fait. D'abord, en 1948, l'OMS a tenté de définir la santé. Et elle l'a définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne se résume pas simplement à l'absence de maladie, d'infirmité ou de symptômes physiques. Ça, c'était après la guerre. Et puis, en 2001, l'OMS a eu besoin de définir la notion de santé mentale. Et là, la définition, je vous la lis posément, parce que c'est complexe, c'est un état de bien-être permettant à chacun de réaliser son potentiel, surmonter les tensions ordinaires de la vie, accomplir un travail productif et s'impliquer activement. Bon, alors voilà, c'est quand même tout un art d'essayer de définir la santé mentale. Mais quand même, je pense que c'est important qu'on explique un peu de quoi on parle quand on parle de santé mentale, parce qu'on parle surtout et avant tout d'une espèce de continuum, un spectre, qui va aller d'un état de bien-être, que je pense qu'on connaît tous à un moment donné dans sa vie quand même, des états de bien-être, jusqu'à un extrême. L'autre extrême, ça serait les états pathologiques. Et au milieu, il y a toute une série de moments de vie où on a des réactions qui peuvent entraîner un déséquilibre psychologique qui ne va pas forcément s'installer dans la durée. Donc la santé mentale, c'est un subtil équilibre entre tous ces mouvements. Ça ne marche plus. Voilà. Alors, la santé mentale des jeunes. Qui sont les jeunes? Qu'est-ce que c'est les jeunes? Alors, est-ce que c'est les préados, les 10-12 ans? Est-ce que ce sont les ados, les 12-18? Est-ce que ce sont les jeunes adultes, les 18-25? Pour l'OMS, ce sont les 10-19 ans. Voilà,
Comme ça, on sait à peu près où on se situe. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était que les jeunes, c'est quand même, enfin, ce qu'on considère là, les 10-19 ans, ils passent une période de leur vie qui est une période de grands changements. Vous le savez, hein, c'est que ce qu'on appelle communément l'adolescence. C'est sûrement un rappel, mais je trouve que c'est pas mal de le rappeler quand même. Ce sont des périodes de grands changements, notamment avant tout de changements physiques. Monsieur Finichel voit bien de quoi on parle à l'adolescence. Le début de l'adolescence, on sait toujours à peu près quand c'est le début. C'est la fin qui est plus difficile à définir. Et le début, c'est le début de la puberté. Et la puberté, c'est le début du largage des hormones sexuelles et qui vont participer, bien entendu, au développement des organes sexuels et des organes sexuels secondaires. Le but, c'est très physiologique, c'est d'accéder à la reproduction. D'accord ? Sauf que chez l'être humain, donc, il se passe ces transformations corporelles, mais ça va aller aussi avec d'énormes transformations des émotions et de tout le champ des émotions et le champ des comportements et notamment tout ce qui va être les relations sociales. Donc l'enfant, dans la petite enfance, l'enfant est tourné normalement, naturellement vers ses parents, ses figures d'attachement, vers sa famille nucléaire, les frères et sœurs, les oncles et tantes, etc. Il a un ou deux très bons copains chez qui il peut être autorisé à aller dormir une fois de temps en temps, mais il n'a pas tellement envie de faire beaucoup plus. En revanche, l'adolescent va commencer, lui, à être très attiré par ses pairs, PAIRS, ceux du même âge, et va plutôt fonctionner en groupe. Groupe qui à la fois, par lequel il est très attiré et à la fois dont il a très peur. Mais enfin, il fonctionne en groupe, et même en 2026, je pense que vous avez tous vu des groupes d'ados qui sont ensemble, chacun sur leur téléphone. On se demande un peu, est-ce qu'ils font groupe ? Et puis quand on s'approche, souvent, ils sont en train de jouer ensemble sur les téléphones, avec des jeux collaboratifs qui partagent. Voilà. Et puis, c'est la période, ça vous le savez tous aussi, de la modification des réactions. Alors, on a vu les émotions, des comportements et des postures par rapport aux parents. On va commencer. Il y a tout un mouvement psychique de l'adolescence qui vise à favoriser la possibilité de quitter le nid familial, quitter les figures d'attachement pour se tourner vers de nouvelles figures d'attachement et figures d'amour pour construire sa propre vie affective. Alors, cette diapo, je la mets toujours parce que finalement, j'ai eu des parents qui m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien ça quand même ». C'est-à-dire c'est une phase de changement à l'adolescence, mais c'est encore une phase où il y a d'énormes besoins. Et j'ai trouvé cette diapo qui était sympa, les 7 besoins capitaux des ados. Le besoin d'affection, le besoin de sécurité, pas oublier, ils ont besoin d'énormément de sécurité, donné notamment par les adultes. Le besoin de confiance, le besoin de dialogue, le besoin d'autonomie, on vient d'en parler. Le besoin de responsabilité aussi, leur donner des responsabilités. Et le besoin d'espoir. Je trouve qu'il faut se le répéter. Gardons de l'espoir pour nos ados et transmettons-leur cet espoir. Alors, des facteurs de risque qui risquent de déséquilibrer, on a vu le début, la santé mentale des ados. Deux grandes familles de facteurs de risque. Des facteurs internes et des facteurs externes. Dans les facteurs internes, on a l'adolescence. Le fait d'être déjà adolescent, c'est, on a vu, une phase de déséquilibre très complexe, donc c'est déjà un facteur de risque. La gestion des émotions. On va voir après pourquoi c'est difficile de gérer ses émotions à l'adolescence, mais c'est vraiment très compliqué. Et vous connaissez cette notion de drama, là, cette expression-là. Ils sont toujours en scène, c'est toujours excessif. Bon, voilà. Dans le haut comme dans le bas d'ailleurs. L'estime de soi aussi, très fragilisée à l'adolescence. C'est très logique. On est en telle transformation que du jour au lendemain, on ne sait plus qui on est, on change à tous les niveaux. Et c'est très compliqué. Les antécédents de troubles dans l'enfance, quand on a déjà eu un TDAH, quand on a déjà eu par exemple des difficultés scolaires en lien avec les troubles 10, voilà, on a plus de facteurs de risque de développer un trouble à l'adolescence. Et le manque de sommeil. Dans les facteurs externes, je pense que j'aurais dû rajouter les perturbateurs endocriniens. Je les ai oubliés. Excusez-moi, monsieur Finichel, je les rajouterai. Les réseaux sociaux. Alors, on va voir que ça peut être bien et moins bien, les réseaux sociaux. La pression scolaire et de performance, l'isolement relationnel, les facteurs socio-économiques, ça c'est basique, mais je le rappelle quand même, parce que l'environnement familial, c'est central. Les conflits familiaux, les divorces très conflictuels, le manque de soutien parental, la négligence, la maltraitance, tout ça vous paraît peut-être que vous le savez, mais je le redis parce que quand même, on sait, c'est de plus en plus démontré par des tas de travaux que c'est des énormes facteurs de risque d'entrer dans des troubles psychiatriques à l'âge adulte. Le contexte mondial, qui participe aussi à perturber nos ados, ça nous perturbe nous aussi, mais on va voir les effets du Covid.
La crise économique, la guerre, ils n'en parlent pas toujours, mais ils sont très sensibles. Si on les lance sur ces sujets, ils sont très inquiets. Et puis les incertitudes climatiques, ils sont très aussi concernés, pas tous, mais un certain nombre est concerné. Alors des enjeux collectifs, on va peut-être aller un petit peu vite. Je pense que vous savez tous que 2025 a été déclaré, enfin la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025, mais ce n'était pas suffisant, il nous a rajouté 2026. Tant mieux, ça me donne l'occasion de vous parler par exemple. Mais le but c'était de déstigmatiser toute cette notion de santé mentale, de pouvoir en parler, de pouvoir aussi parler des pathologies psychiatriques. C'est aussi de faire de la prévention, du repérage précoce. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème de cette conférence. Et puis aussi parler d'amélioration de l'accès aux soins. Et je dois souligner quand même qu'il y a une volonté du gouvernement là, de doubler d'ici à 3 ans, donc depuis 2025, le nombre des maisons des adolescents. Et ça, je peux vous dire que concrètement, il y a eu encore des sous donnés, des moyens donnés récemment, là, sur 2 ans, les 2 dernières années, pour déployer des maisons des ados. Et je vous en parlerai après. Voilà. Et puis, comment accompagner les personnes concernées. Donc, je trouve que le grand public a besoin d'entendre des conférences sur ce thème. Alors, je rappelle qu'un adolescent, ça a été d'abord un enfant, un bébé, qui a eu besoin de se développer sur le plan des besoins primaires, qui s'est développé sur le plan psychomoteur, qui a fait des apprentissages cognitifs, donc qui a stimulé son cerveau, qui a bien sûr développé son imaginaire, et on espère qu'il en a bien profité, qui a créé des relations même d'amitié avec des tas d'expériences positives, qui a eu besoin de soins et qui les a reçus, et qui a profité d'une vie familiale qui l'entourait et qui l'aidait. Donc ça, c'est un enjeu individuel de développement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord cette base, et on sent bien que si cette base est déjà de qualité, ça va être plus facile de passer l'adolescence et on sera moins à risque de développer des troubles mentaux. Alors, l'enjeu toujours de développement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'adolescence, c'est aussi une phase de maturation cérébrale. Et on sait maintenant, depuis déjà 15 ans, enfin dans ces eaux-là, 15 ans, qu'il y a un décalage entre la maturation du cortex limbique et du cortex préfrontal. Alors le cortex limbique, vous le voyez, c'est celui qui est en orange au milieu ici, et c'est la zone du cerveau qui va gérer les émotions essentiellement, la mémoire aussi, qui est liée, rattachée, très proche des émotions, les premiers apprentissages d'acquisition. Et donc cette zone du cerveau se développe en priorité, c'est comme si ça se développait par couche un peu. Et finalement, la zone du cortex préfrontal, ici, va maturer plus tard, un peu en décalage, et jusqu'à 25 ans. Et donc ça, je pense que c'est un bon moyen de comprendre pourquoi nos ados, qui ont des émotions très fortes, pourquoi ils ont des émotions aussi fortes et pourquoi ils n'arrivent pas à les réguler. Parce que c'est le cortex préfrontal qui permet notamment de développer la capacité d'inhibition. C'est-à-dire quand on a, normalement, voilà, on a tous plus ou moins un peu d'impulsivité, mais on a la capacité au niveau cérébral de se réfréner et de se dire, bon là, c'est pas le moment que je coupe la parole, là, je vais quand même attendre, réfléchir avant de passer à l'acte. Or, l'adolescent, il n'est pas encore mature pour ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi la période des passages à l'acte, c'est-à-dire qu'ils agissent avant d'avoir réfléchi. Vous l'avez tous expérimenté, ça, je pense, soit en tant qu'ado, soit en tant que parent d'ado, ou grand-parent d'ado. Voilà. Donc je trouve que cette notion, elle est très importante, et vraiment maintenant, ça a été démontré là, depuis plusieurs années qu'il y a des tas de modifications encore du cerveau pendant l'adolescence. Il y a des modifications des tailles du cerveau, il y a des connexions qui se font encore énormément. C'est une phase aussi d'élagage synaptique, c'est-à-dire il y a du tri en fait. Il y a du tri qui se fait, on garde les bonnes connexions, on les développe, et on élimine des connexions qui sont plus utiles. Donc, je pense que c'est une période où les perturbateurs endocriniens jouent aussi un rôle majeur, je pense. Ouais. Toujours dans cette notion d'enjeu individuel du développement, je trouvais que cette diapo était intéressante pour vous montrer que la moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans et que dans la plupart des cas, ils ne sont pas forcément détectés ni traités. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est que 75% des troubles psychiques se déclenchent avant l'âge de 24 ans. Et si vous regardez sur cette diapo, vous voyez en vert, là, c'est l'apparition des pathologies psychiatriques. Et on voit qu'elle démarre quand même là, adolescence et jeune adulte. Okay, versus ici, alors je ne sais plus en quelle couleur, mais ici les pathologies cardiovasculaires, ici les pathologies neurologiques plutôt dégénératives, ici les cancers,
Non, les pathologies neuro, elles sont là. Bon, enfin bref, vous voyez, les autres troubles, c'est vraiment les troubles psychiques, c'est les pathologies psychiatriques, c'est là, hein. C'est tôt. Et ce graphe aussi explique ça, hein, montre les âges d'apparition des troubles anxieux, des troubles obsessionnels compulsifs, de la consommation de substances, et on est entre 14 et 23, en gros. Voilà. J'avais quelque chose à vous dire par rapport à ça. J'ai perdu le fil, c'est pas grave, ça va me revenir. Oui, pourquoi elles sont pas, voilà, c'était ça. Pourquoi elles sont pas diagnostiquées? Parce qu'on se dit quand même, c'est bizarre, on a cette notion. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a deux choses. D'abord, il y a un élément d'ordre clinique, c'est-à-dire que cette donnée-là, on peut la dire en rétrospectif. C'est-à-dire, si on diagnostique à 24 ans un jeune avec une schizophrénie et qu'on reprend ses antécédents, qu'on reprend son développement, on va se dire « Ah, mais tiens, là, à 15 ans, il avait commencé à décrocher au niveau scolaire. Il était très bon, puis il a commencé à plus avoir de bonnes notes. Mais on a pensé qu'il faisait peut-être un épisode dépressif. Ah, et puis là... alors, pourquoi? Parce que la psychiatrie, ça reste une spécialité très, très, très clinique. Nous n'avons aucun examen complémentaires qui soient pathognomoniques, hein, qui nous permettent, enfin il n'y a pas un IRM ou un scanner qui nous permettent de dire ah oui, tiens, là c'est la schizophrénie, cette zone du cerveau est atteinte, c'est sûr, c'est ça. Pas du tout. Donc on est encore dans de la clinique, et la clinique c'est quoi? Ce sont une série de signes, c'est-à-dire ce qu'on peut observer chez les gens, une série de symptômes, ce que les gens peuvent ressentir, et c'est la somme de l'apparition de ces signes, ces symptômes. On va regarder l'intensité, on va regarder la durée, et puis on va voir apparaître plusieurs symptômes, ça va constituer un syndrome, et puis plusieurs syndromes, et là on va dire ah bah oui, c'est tel diagnostic, au bout d'un certain temps. Il y a beaucoup de critères. Donc en fait, c'est pas que les pédopsies sont mauvais, ils font pas les diagnostics, c'est que les pédopsies ils voient les prémices des pathologies. Or, il y a beaucoup de symptômes, comme par exemple les symptômes d'anxiété. L'anxiété, c'est un symptôme qu'on va retrouver dans la dépression, qu'on va retrouver dans le trouble bipolaire, qu'on va retrouver dans le TOC, qu'on va retrouver dans plein de pathologies. Donc voilà, c'est compliqué. À l'apparition de troubles anxieux, de dire c'est sûr, voilà, ce jeune a un trouble bipolaire. Alors, comment se porte la santé mentale actuellement là, dans le monde des jeunes? Il y a une grosse étude qui a été faite, un consortium international qui a été faite en 2024 et qui est apparue dans le Lancet de psychiatrie. Une commission vraiment de psychiatres du monde entier menée par ce monsieur, pardon, je l'ai mis en photo parce que c'est un professeur australien, un professeur McGorry, qui a beaucoup travaillé sur la schizophrénie, et j'avais fait ma thèse de sciences sur la schizophrénie. Donc bon, voilà, ça m'a amusé de mettre sa tête. Donc ce monsieur a mené dans le monde entier une étude, une grosse étude pour essayer de faire le point sur où on en est des pathologies chez les jeunes. Et je vous ai retenu 3 grosses données, parce que sinon ça ne sert à rien, vous n'allez pas retenir tout, mais enfin en tout cas, on peut dire que 45% des maladies chez les 10-24 ans dans le monde sont des maladies psychiatriques. D'accord ? Un adolescent sur 7 souffre d'un trouble mental caractérisé, et c'est la 3e cause de décès chez les 15-29 ans, le suicide, dans le monde. Ok ? Voilà. Les conclusions de cette commission, c'était de dire que les jeunes sont les sentinelles de notre monde moderne, que leur souffrance reflète directement les fractures de notre tissu socio-environnemental et numérique. D'accord ? Donc en gros, cette étude démontrait que ça fait quand même 20 ans qu'il y a une dégradation de la santé mentale des jeunes dans le monde. Donc c'est pas que le Covid, et c'est peut-être pas non plus que les réseaux sociaux. Mais bon. Peut-être les perturbateurs endocriniens, j'y reviens, on va été assez explorés. Alors en France, quelques données aussi un peu phares pour que vous les reteniez peut-être, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on a 1,6 million d'enfants avec un trouble psychique en France, données de 2021. Ça doit être sûrement un petit peu plus actuellement. Seulement, un peu moins de la moitié d'entre eux bénéficient d'une prise en charge. Il y a un risque accru, ça s'est démontré, redémontré, multiplié par 5, de développer un trouble mental quand on est un enfant qui a été placé à l'aide sociale. Donc, ce qui veut dire qu'il a subi de la maltraitance, et qui a été placé. Et alors, vous voyez, je vous avais dit que dans le monde, le suicide était la 3e cause de décès. En France, c'est passé à la 2e cause après les accidents de la voie publique. Il y a vraiment une nette augmentation des suicides là, chez les jeunes. Suicides réussis. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Des données sur le passage aux urgences, où on voit qu'en 2021, il y avait plus 65% de passage aux urgences par rapport à 2016. Chez les moins de 18 ans.
Et puis, en parallèle de ça, des pas très bonnes nouvelles, du désert de soins, avec la notion du fait qu'on est à peu près 700 pédopsychiatres en France actuellement, contre 15 000 psychiatres pour adultes, en sachant qu'il y a à peu près 11,5 millions de Français adultes qui souffrent de pathologies psychiatriques. Donc en proportion, on devrait plutôt être 2000 pédopsies. Bon, c'est pas le cas. Et puis, alors, un autre désert, les médecins scolaires, la prévention de la santé scolaire. Et actuellement, ils sont 1 pour 16 000 élèves, alors qu'ils devraient être 1 pour 5 000. Et c'est eux qui repèrent beaucoup aussi, les établissements scolaires et la santé scolaire. Alors, des données dans les Alpes-Maritimes, parce que ça, c'est concret, c'est des données qui viennent de l'Enval, des urgences. On a un accueil d'urgence pédopsie. Et on peut donc vous montrer, alors ça date de 2023, mais mes collègues m'ont dit pas plus tard qu'il y a 3 jours que ça a continué à monter, qu'il y a vraiment une nette augmentation du nombre de consultations pour crise suicidaire aux urgences. Ça ne veut pas forcément dire que le jeune est passé à l'acte, ça englobe la tentative de suicide et les idées suicidaires. Et ce que je voulais vous montrer, que je trouvais assez intéressant, donc vous voyez ça augmente, en bleu sont les idées suicidaires ici, et en rouge les tentatives de suicide. Et ce que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment questionnant, c'est que vous voyez que quand même, il y a régulièrement un petit creux de la vague, une amélioration en juillet-août, les vacances. Et on voit aussi que ça remonte très 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 régulièrement en octobre, là, fin septembre, début octobre, c'est-à-dire la rentrée passe, au bout de 3 semaines, les premières interros, les premiers contrôles, les premières évaluations, ça remonte. Et il y a aussi la période du mois de mai, là en tout cas sur les 2 dernières années, enfin c'est pas 2 dernières années parce que c'est 2023 et 2022, et vous vous rappelez les histoires de Parcoursup. Et je pense que c'est quand même, c'est une des hypothèses, le Parcoursup, le bac, toutes ces pressions d'ordre scolaire. Alors je vous ai mis une petite liste comme ça des grandes pathologies, les principaux troubles qu'on peut avoir chez les adolescents et les jeunes adultes. Là on est vraiment dans les troubles psychiatriques. L'anxiété, toute la gamme des troubles anxieux, la dépression, les troubles des conduites alimentaires, qui sont quand même des troubles particulièrement, plutôt à cette période de la vie, de l'adolescence, mais ça existe à tous les âges, mais c'est surtout à l'adolescence. Les comportements à risque et les troubles addictifs, ça monte aussi en flèche, les consommations de toxiques, et puis la schizophrénie. Alors, une petite notion de l'impact du Covid-19, la pandémie Covid-19, eh bien partout, ça a été démontré tout de suite dans les mois qui ont suivi les premiers confinements. Il y a eu une véritable dégradation de la santé mentale. Alors là, c'est une étude en France, mais ça s'est retrouvé partout. Par exemple, on a eu des vagues de troubles des conduites alimentaires. Après chaque confinement, on avait des vagues d'arrivée de jeunes filles complètement dénutries. Là, cette étude montrait que l'anxiété, vous voyez, chez les 18-24, alors ils sont un petit peu plus grands que les 19-24, mais et quand même, je me trompe voilà, c'est ça, là, au-dessus quand même de la moyenne du reste des Français. Et pour la dépression, pareil aussi, un petit peu au-dessus. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a eu les notions de... il y a eu d'abord la peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on disait quand même que les adolescents allaient tuer leurs grands-parents. Donc, j'ai vu pas mal d'adolescents qui se sont autoconfinés, qui s'interdisaient d'aller voir leurs grands-parents de peur de les tuer, parce que c'est ce qu'on disait, que les enfants et les jeunes étaient porteurs sains et contaminés les plus âgés. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'isolement. On pense à tous les étudiants qui sont retrouvés tout seuls. Et puis, il y a eu du coup aussi beaucoup de... Comment on va dire ils étaient beaucoup sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux, beaucoup de scrolling, beaucoup de choses comme ça, qui ont probablement aussi pas aidé à surmonter tout ça. Alors, vraiment, une petite slide très modeste. Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une journée entière, je pense. L'impact des réseaux sociaux chez les jeunes. Je me dis toujours que c'est jamais, tout blanc ou tout noir. Donc, j'ai mis les points néfastes, mais aussi les bénéfices. Les bénéfices, il ne faut pas oublier. Donc, on sait que par les réseaux sociaux, il y a les notions de cyberharcèlement qui sont quand même très importantes. Mais on a aussi les notions d'apologie du suicide. L'apologie de certaines conduites, là, elle se filme en train de se scarifier, c'est diffusé, elle se filme maigre, elle se filme certaines, il y avait
en Asie, là, il y avait des vidéos de gens qui se font des espèces de crises de boulimie et qui vomissent, enfin bon, des choses horribles. Et puis beaucoup d'images traumatiques, et ça je pense, hein, c'est connu, mais peut-être c'est pas assez questionné du côté des parents, je sais pas. L'accès aux images pornographiques. Les enfants très très jeunes ont accès à des images porno, parfois dans la cour d'école, sur un autre qui monte sur un téléphone. Et ça fait vraiment des véritables phénomènes traumatiques. Hein. Ils développent des troubles de stress post-traumatique. Après, enfin, on sait, ça c'est démontré maintenant, que des images peuvent déclencher des troubles de stress post-traumatique, des décapitations, enfin, des choses horribles. Et dans les choses positives, quand même, ça peut être protecteur, hein, parfois. On a vu le groupe, hein, par les réseaux, là, ils ont les groupes de copains aussi. Donc ça peut être un espace de socialisation. Et puis ça peut être un espace de validation narcissique. Quand vous êtes liké, ça vous fait du bien. Bon, ça a ses limites. Mais... voilà. Le repérage, je ne me rends pas compte si j'ai encore du temps. 5 minutes. Bon, alors après j'accélère, hein. C'est pas terrible pour vous. Mais le repérage, alors des signes d'alerte et puis un petit continuum, je vais vous expliquer ce que c'est. Les signes d'alerte, alors, il faut voilà, qu'est-ce que ça peut être les signes de mal-être chez un ado ou un jeune adulte ? Ça va être dans les difficultés des gestes du quotidien, l'incapacité à faire face aux tâches de la vie quotidienne. Alors vous allez me dire, oui, mais l'ado, vous nous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs je ne vous l'ai pas assez bien dit, mais le fameux cortex préfrontal, c'est la zone aussi de toutes les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est les fonctions qui permettent d'organiser sa pensée, mais tout ce qu'on a à faire, et de planifier. Ça vous éclaire mieux sur le comportement de certains ados qui ont l'air de faire n'importe quoi. En fait, ils ne sont pas encore matures pour faire ce qu'il faut. Donc, bon, ça va être tout le temps la question. Qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du pathologique et qu'est-ce qui est de l'ordre de simplement cette immaturité d'une partie du cerveau ? Les difficultés à entrer en contact avec les autres, ça questionne quand même, puisqu'on a vu tout à l'heure que le cœur de l'adolescence, c'est d'aller vers les autres, enfin ceux de leur âge, en tout cas les ados. Répétition de situations d'échec. Hein, voilà, c'est un ado qui se met tout le temps en échec. Quand même commencer à se demander, est-ce qu'il n'est pas déprimé au fond ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Les manifestations physiques et psychiques, ça, je trouve que je le souligne parce que peut-être qu'on ne fait pas assez attention parfois. Les plaintes somatiques fréquentes, les maux de tête, les maux de ventre. On le sait peut-être chez le petit enfant, hein, que l'anxiété, ça passe beaucoup par les maux de ventre chez le petit enfant, mais chez l'ado aussi, en fait. Hein, donc, faut être un peu attentif peut-être à ces plaintes. Et puis la souffrance morale, hein, qui peut être assez importante et qu'il faut aller un peu questionner. Alors c'est toujours pareil, c'est toujours délicat quand ça vient des parents. Les troubles du sommeil. Le sommeil, c'est vraiment majeur. On a vu que pour développer son cerveau, il faut des heures de sommeil, en fait. Et que, je ne sais plus les chiffres, mais on sait que l'ensemble des Français ont perdu plus d'1 heure de sommeil là, en quelques années. Et donc les ados, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas concernés. En tout cas, si on a un ado qui somnole en journée, s'il y a des insomnies répétées, il peut y avoir dans l'autre sens le sommeil refuge, l'ado qui fait que dormir, qui n'arrive pas à se lever le matin ou qui est tout le temps dans son lit. Et puis les cauchemars et les troubles durables, en tout cas, tous ces petits signes de mal-être, il faut s'inquiéter quand ça s'installe un peu, quand ça passe pas, quand on n'arrive pas à en parler. Voilà. Parce qu'on a tous connu ça, hein, c'est pas... voilà. Et puis après, il y a la notion des comportements à risque. Alors on a vu que donc l'ado était plutôt impulsif, son cerveau ne lui permet pas de se réfréner. Et du coup, les passages à l'acte, c'est typique de l'adolescence. Alors il y a le passage à l'acte un peu expérientiel, c'est pas forcément dramatique, mais parfois quand même, quand ça se retourne contre l'ado lui-même, ça pose question. Les consommations excessives diverses, les scarifications, qui sont souvent une espèce de soulagement émotionnel, ils le décrivent très bien, c'est-à-dire que la scarification, ça vient faire sentir dans le corps une douleur qu'il n'a pas la capacité d'élaborer, parce qu'on a vu qu'il n'arrivait pas vraiment à élaborer. Il a les émotions, mais il n'arrive pas à mettre les mots, il n'arrive pas à faire le lien, pourquoi il ne se sent pas bien. Et donc, ils décrivent très bien les jeunes qui se scarifient, c'est ou alors quand ils voient le sang, quand ils sentent la douleur dans le corps, que ça soulage quelque chose. Les troubles alimentaires, les conduites à risque diverses, hein, le sport, la route. Je sais pas, je pensais à un jeune que je suivais qui prenait sa moto la nuit sans phare et sans casque. Voilà. Et puis les tentatives de suicide, bien sûr. Et puis il y a d'autres types de comportements aussi, les vols, les agressions, le harcèlement, c'est-à-dire l'agressivité envers les autres. Pareil, hein, il faut quand même s'inquiéter un peu de ça, c'est pas tout à fait normal quand même. Alors ça, je vous l'ai mis, on ne va pas du tout le détailler, mais parce que vous le trouvez très facilement en ligne. C'est un outil que je trouve assez bien fait, en tout cas pour les parents, les familles, les grands-parents, édité par le gouvernement du Canada, qui fait cette espèce de baromètre de la santé mentale. Vous voyez, en vert, ce qui correspondrait à ce qui on va bien. En jaune, c'est peut-être réactionnel, c'est ce qu'on a dit, la petite déstabilisation momentanée.
En orange, là, on se demande voilà, si on n'est pas dans un début de trouble. Et puis en rouge, c'est qu'on est vraiment dans les troubles. Et il regarde 6 paramètres, vous voyez, bien-être émotionnel et humeur, performance et capacité fonctionnelle, le sommeil, le bien-être physique, le bien-être social, le bien-être spirituel. Je trouvais ça assez intéressant de regarder ça. Et puis les dépendances. Donc voilà, je ne le détaille pas, puis vous voyez, ça se gradue, quoi. Alors, l'accès aux soins, qui est peut-être un autre point, évidemment, moi, il me concerne. Comment ça s'organise en France? Je ne sais pas trop. Vous avez une notion un peu, quand même? Vous savez ou pas comment ça marche, la psychiatrie publique en France? Oui, merci. Qui connaît la sectorisation? Super. Alors, effectivement, dans les années 70, en tout cas pour la pédopsie, la France a été découpée en secteurs géographiques de à peu près 200 000 habitants, et pour le secteur public, j'entends. Et donc, on a développé dans chaque zone géographique un service de pédopsychiatrie qui est mis sous la responsabilité d'un chef de service, qui en général est géré par un hôpital, mais qui se traduit très concrètement, pour la plupart en tout cas en pédopsie, pas tellement par des lits d'hospitalisation, mais plutôt par des centres de consultation, ce qu'on appelle les CMP, centres médico-psychologiques, qui ne sont pas dans l'hôpital, qui sont au cœur de la ville, puisque c'était vraiment des soins pensés dans la communauté, pour la proximité, pour l'accessibilité, la continuité des soins, et c'était pour vraiment se différencier de l'époque asilaire. 2 minutes. Bon, ça c'est la carte de notre département, 5 intersecteurs. Voilà, de gauche à droite, ils sont nommés. Quand même, je vous ai mis cette diapo pour l'accès aux soins des ados et des jeunes adultes. Il y a des unités un peu plus spécifiques et qui sont intersectorielles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé... ce que je ne vous ai pas dit sur le secteur, c'est que vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé d'aller dans le CMP dont vous dépendez en fonction de votre adresse. Mais là, il y a des unités, des outils de soins qui ont été pensés pour les ados, notamment les maisons des ados. Donc normalement, c'est une par département. Et puis de plus en plus, on se déploie avec des antennes. Et justement là, on vient pas plus tard qu'hier, d'inaugurer l'antenne Antiboise avec M. Leonetti. Mais il y a aussi une antenne à Valoris pour la zone d'ici, puis il y a une antenne à Menton, et puis la maison mère à Nice. Il y a aussi des points écoute jeunes, et puis le BAPU pour les étudiants, les bureaux d'aide psychologique, c'est comme des sortes de CMP, mais dédiés que aux étudiants, c'est gratuit, on peut y aller de façon anonyme, etc. Les hospitalisations, je passe vite. Pourquoi j'avais commencé par l'ambulatoire? Parce que c'est vraiment ce qu'on préconise chez l'enfant et l'ado, les soins ambulatoires avant tout. Parfois, on n'a pas le choix. Quand on a fait une tentative de suicide, on doit être hospitalisé. On doit d'abord sécuriser l'état physiologique, etc. Et puis marquer quand même une pause. On a besoin d'être un peu protégé à l'hôpital quelques jours. Quand on a une anorexie mentale sévère, on n'a pas le choix, on doit aller à l'hôpital. Mais sinon, pour beaucoup des soins, c'est mieux d'être en ambulatoire. Voilà, ça c'était pour vous parler des maisons des ados, mais je l'ai déjà fait, parce que c'est tout récent. Voilà, Antibes, c'était hier, donc ça sera le vendredi après-midi. Je suis allée trop vite, c'est pas grave. La conclusion, en fait, ce qui va être important, c'est la qualité de la relation qui reste un facteur protecteur majeur chez l'ado. Un attachement sécurisant, c'est-à-dire que plus on a eu un attachement de qualité dans la petite enfance, mieux c'est. Mais on peut encore se rattraper à l'adolescence et on peut tomber sur des figures qui vont être comme des figures d'attachement. Un professeur, par exemple, un prof de sport, etc. La disponibilité émotionnelle des adultes. Ne pas oublier le dialogue ouvert et l'écoute active. Et puis, les signaux faibles persistants sont à considérer. Et il vaut mieux parfois consulter par excès, demander un avis et se dire finalement, c'est pas trop grave. Voilà, le recours aux soins améliore significativement le pronostic. Merci. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et on rame avec les ados. Merci beaucoup.